Previously on Battlestar Galactica. Bonjour cher Uteris. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est la deuxième partie d'un podcast de la guerre des Vaux, réalisé avec Karine et Draven, du podcast Galactifrac. Si ce n'est pas déjà fait, je te conseille d'écouter la première partie, dont le lien sera présent dans la description, et de revenir pour écouter la deuxième partie et se connaître les liens que entretiennent Battlestar Galactica et le Trône de Fer. Et maintenant, voilà la deuxième partie. Bonne écoute. Pour revenir un petit peu sur la partie livre, est-ce que l'un comme l'autre, vous connaissez d'autres romans ou nouvelles de J.R.R. Martin? En dehors du Trône de Fer, donc Raven t'a dit que tu avais lu, même avant même d'avoir lu la saga du Trône de Fer, tu avais lu une sorte de préquel qui est Dunkelhoff. Ouais. Mais est-ce que tu as lu autre chose de lui? Non, pour être franc, Oui. non. Et pourtant, je sais qu'il a écrit de la science-fiction. Je l'ai appris par le biais de la série Netflix, que je n'ai pas regardé parce que les critiques étaient pas ouf. Mais non, du coup... Le Volcrime. Ouais. Tu l'as vu, toi, la série? Alors, j'ai lu la nouvelle dont c'est extrait, Ouais. mais j'ai pas vu Ok. j'ai pas vu la série. Ok. Et la nouvelle est cool? Ou la nouvelle est cool, après c'est une nouvelle courte. Ouais. C'est On bien. reconnaît son style, enfin quand je dis son style, c'est son style SF parce que moi j'ai pas l'impression que le style qu'on a côté Game of Thrones est le même que le style que dans SF. Quand Ah la ouais? SF il en a fait dans les années 70-80 Ok. et le côté Game of Thrones c'était plutôt 90. Enfin, on reconnaît certains traits, il y a certains éléments qui sont communs, mais je trouve que dans la façon qu'il a de décrire les actions, c'est pas automatiquement la même façon de faire. Il y a une sorte d'évolution. Intéressant. Entre la période où il écrit beaucoup de SF, la période l'univers de Thousand World, c'est même si ce sont des nouvelles ou des romans indépendantes, Ouais. ils font presque la plupart partie d'une sorte d'univers commun, d'univers étendu commun, D'accord. de Thousand World. Et la partie Game of Thrones, il a eu une partie où en fait il écrivait plus ou très peu, et il a travaillé sur des séries télé. Ouais, ok. Il avait travaillé sur la série télé dérivée de La Belle et la Bête. Ok. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est la série des années 90 ou voire 80? Ouais. De tête, ouais. Alors, j'ai pas tout vu, j'ai pas trop d'informations. Je crois que c'est dans les 80, 90. J'ai vu ça. J'en ai vu quelques épisodes quand j'étais gamin, et c'est là que j'avais découvert l'actrice qui a joué ensuite Sarah Connor dans Terminator 1 et 2. Ah, je sais même pas que c'est la même, oui. C'est vrai. Si on parle bien de la même. Mais en tout cas, je savais pas que Georges avait participé à ça. Ok, c'est cool, sympa, marrant. Après, en autre roman qui peut t'intéresser, toi qui apprécies beaucoup Méta, il a fait à Magan Rag un livre qui parle de rock et de métal. Ah oui? Ça pourrait être intéressant. Ce que je peux conseiller à vous ou même aux éditeurs, c'est il y avait une série de podcasts pendant l'été qu'a fait Chris et qui présente les autres romans ou nouvelles, enfin une partie, mais des autres romans et nouvelles de J.R.R. Martin. Et dedans, il parle de côté SF, donc il y a plusieurs romans de SF dont il parle, et puis avec chacun invité, dont moi j'avais parlé de Avalon Tuff, c'était la SF qui parlait de biologie. Et dans un autre épisode, il avait parlé d'Amagan Rag, qui était un roman qu'il a, ce qui est assez rare dans son cas, parlait de l'univers contemporain et plus précisément de ce qui se passe pour des groupes de rock. Alors, c'est très résumé, mais pour des groupes de rock 10 ans après leur succès en fait. Ok. Voilà. Ça peut être intéressant le côté qu'est-ce qui se passe pour lorsque les
les fans de Woodstock, lorsqu'ils vieillissent, c'est pas toujours top, et ça. Après, il y a un petit peu de satanisme, mais ça, je vous laisse découvrir dans le roman, mais voilà, ça peut être sympa. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je vais écouter ces épisodes et je vais m'intéresser à ça. Ça a l'air cool. Ok. Et toi, Karine, pas de lecture de notre roman? Non, je pense que Jérôme a bien plus d'avis sur, sur cette partie-là que moi. Autre question qui peut être un peu particulière, est-ce que vous voyez un... Alors, attention, J.R. Martin va très bien, il n'est pas jeune, mais il va très bien. Et dans tous les cas, s'il devait y arriver quelque chose, il s'est déjà exprimé dessus pour dire qu'il ne voulait pas que quelqu'un reprenne les romans, et que voilà, ça sera fini. Et même sans qu'il lui arrive quelque chose, il n'a pas envie que ça soit pris par une autre personne. Je considère que chaque auteur a son univers, que reprendre l'univers de quelqu'un, c'est faire une sorte de fanfiction, et il n'aime pas le principe de la fanfiction. Il préfère que les gens créent eux-mêmes leur univers, leur histoire. Mais voilà, mais en dehors de ça, est-ce que vous voyez que malgré tout, un successeur, une personne qui peut reprendre dans l'esprit ou dans les faits ses autres romans, enfin, ses romans? C'est difficile comme question. Je suis Hmm. pas assez connaisseur de littérature de fantasy, en tout cas sur des auteurs actuels, pour pouvoir donner une réponse à ça. Mais si tu le permets, je peux peut-être faire une réponse plus généraliste. Mhm. C'est que c'est un sujet qui est complexe, parce que je pense que ça peut être une bonne chose que ce soit repris par d'autres auteurs, tout comme ça peut être catastrophique. C'est vraiment qui tout double, et ça dépend surtout de la personne qui s'en occuperait, quoi. J'en sais rien. Enfin, il y a des tas d'exemples, et pas qu'en littérature. Je veux dire, on a eu un exemple récent, pour rester dans la fantasy, on a eu un exemple récent avec une série dérivée du Seigneur des Anneaux. Bon qui a ses qualités, mais qui a aussi quelques petits soucis de continuité, de construction de l'univers, des choses un peu scandaleuses, et ça reste quelque chose qui m'étonne, en fait. J'arrive pas à comprendre qu'on veuille reprendre un univers qui est extrêmement connu, qui a énormément de fans, et qui est mine de rien très codifié, puisqu'il existe un certain nombre de bouquins, que ce soit pour le Trône de Fer ou le Seigneur des Anneaux, et qu'on se permette de changer des fondamentaux importants de cet univers. Moi, ça, je l'accepte pas. Bon, c'est mon avis, hein. Il y en a que ça ne gêne pas. Mais moi, quand je vois, dès le début de la série, ils retournent vers les Havres Gris, alors que c'est pas possible, en fait. Ils peuvent pas retourner vers les Havres Gris, les elfes, à ce moment-là. Voilà, pour moi, c'est un scandale absolu. Pour plein de gens, ce n'est pas un problème. Donc, ça dépend aussi de ta perception du truc, j'en sais rien. Mais je pense, bon là, je me suis un peu éloigné de la littérature, mais voilà. Moi, je suis pas contre l'idée, si c'est fait avec respect. J'ai lu énormément de littérature Star Wars. Je collectionne même les romans Star Wars, donc j'en ai vraiment beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tas d'auteurs différents qui sont intervenus, et il y a à boire et à manger, évidemment, il y a plein de choses, mais il y a des auteurs qui arrivent à reprendre l'univers et à le travailler sans trahir ses codes, et en même temps à proposer des choses un peu fraîches, un peu nouvelles, et sans ressasser constamment la même formule, parce que le piège, c'est souvent ça. Et il y en a d'autres qui en sont incapables, et qui ne font que ressasser effectivement toujours la même chose, et en plus en le faisant mal. Donc moi, en tout cas, je suis jamais pour fermer la porte. Je pense que ça peut être une bonne chose, ça peut être intéressant. C'est un univers, mine de rien, tu vois, c'est un univers suffisamment vaste pour qu'on puisse raconter des choses à diverses périodes et à divers endroits géographiques, et rien que ça devrait permettre à ce que d'autres auteurs puissent intervenir, et sans que ça pose de gros problèmes. Encore une fois, à condition qu'ils n'écrivent rien de scandaleux qui contredise l'œuvre mère, quoi. Voilà, c'est la seule limite. Mais après, de là à te donner un nom, non, j'en serais incapable. Je vais être très franc, vraiment incapable.
pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet entre Battlestar Galactica et le Trône de Fer, Game of Thrones, est-ce qu'il y a des liens que vous pouvez établir, que vous avez pu voir en ayant vu les deux les médias, entre les deux ces licences? Il y en a plein. Il y en a quoi, par exemple? Il y en a plein. Ben, je peux commencer par quelque chose que j'ai déjà un tout petit peu mentionné et et que j'ai mentionné pour Game of Thrones. C'est ce côté justement ancré dans la réalité. Notamment dans les premières saisons, hein. Je disais que c'était un peu une porte d'entrée justement qui avait permis à un public pas forcément fan de fantasy de rentrer dans l'univers de la série et du coup d'accrocher et de rester jusqu'au bout. Eh ben, il y a vraiment une démarche très similaire sur Battlestar Galactica. Avec des choix vraiment surprenants, par exemple là où dans Star Wars ou dans Star Trek, par exemple rien que pour le fait que les personnages communiquent entre eux, ils ont des communicateurs, des petites choses qui tiennent dans la main, des trucs comme ça. Non, dans Battlestar Galactica, ils ont des énormes téléphones à l'ancienne, en plus qui sont des vrais vieux téléphones américains de la guerre du Vietnam, qui avec un fil. Tu vois, qui doivent décrocher, qui doivent tenir à l'oreille. Je sais que à mon boulot, par exemple, il y a pas longtemps aussi, on parlait d'objets qui peuvent renfermer une certaine forme de savoir. On cherchait un équivalent des holocrons de Star Wars, hein, qui sont des objets qu'on n'a jamais trop vus dans les films en fait, mais qui renferment tout le savoir encyclopédique des Jedi et des Sith aussi d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, dans Battlestar Galactica, il y a forcément un truc comme ça. Et j'ai dit, non. Dans Battlestar Galactica, le savoir, il est dans des livres. Et il y a plein de choses comme ça. Et là, par exemple, il y a aussi quelques instants, j'étais très heureux d'écouter Karine nous parler de costumes, parce qu'elle a des vraies connaissances solides dans le domaine. Et malheureusement, dans Battlestar Galactica, on n'a pas trop l'occasion d'en parler parce qu'ils ont des vêtements très communs en fait, ils sont habillés un peu plus ou moins comme nous maintenant, tu vois. C'est très ancré dans le réel et donc du coup voilà, il y a peu de choses à dire au niveau des costumes malheureusement dans Battlestar Galactica, mais par contre ça aide l'entrée dans cet univers et c'est pour ça que je fais souvent ce parallèle que je disais déjà tout à l'heure, que Battlestar Galactica a réussi un petit peu le même pari que Game of Thrones, qui était d'attirer en fait un public qui n'est pas forcément fan de science-fiction, mais par tous ces éléments justement ancrés dans le réel, qui était une vraie volonté artistique de Ronald D. Moore quand il a relancé la série. Et rien que pour ça, voilà, ça pour moi c'est déjà un gros point commun en fait, et parce que c'est pas pour rien que l'un et l'autre ont réussi à séduire un public aussi large, bien au-delà de la base logique, on va dire, des fans qui auraient dû s'y intéresser. Mais il y en a d'autres, je sais que Karine en a relevé, je peux te laisser en citer aussi. Oui, on a déjà toute la partie intrigue politique, Ah oui, même clairement. même si d'un côté on a un peu la royauté, et de l'autre côté on a la politique comme on connaît maintenant. Ça reste des jeux de pouvoir tout le temps. Et qui va réussir à prendre la place de qui et qui va pouvoir trahir qui. On a le traître du côté de Battlestar Galactica qui revient tout le temps. Enfin, voilà. Donc on a toute cette partie politique qui est présente. Et puis on a aussi la partie religieuse. Puisqu'ils sont polythéistes pour certains et monothéistes pour d'autres. Pareil dans dans Game of Thrones. On retrouve les 7 dieux. Combien on en a déjà dans Battlestar Galactica? Il y en a. On a plus que 100. C'est pas vraiment défini clairement d'ailleurs, mais c'est très inspiré des dieux gréco-romains. Et donc ils en mentionnent quelques-uns. Je crois qu'Athéna est mentionnée, 2-3 autres. C'est assez diffus, mais en tout cas oui, c'est polythéiste, mais il y a une autre culture. Les humains sont polythéistes, ce qui est très surprenant d'ailleurs et un peu original pour le coup. Et les Cylons, eux, bien qu'étant des robots à l'origine, sont monothéistes. Et donc il y a aussi un peu un côté guerre de religion là-dedans.
Ouais, ouais, et bon, ils jurent souvent sur les Ouais. dieux, ils prêtent serment sur les dieux dans les deux séries. Mm. Oui, est-ce que sans dire que dans Battlestar Galactica, c'est un conflit de religion, mais il y a quand même, à de plusieurs reprises, sur le peu que j'ai pu voir, il y a vraiment une sorte de la religion, surtout chez les Cylons, a une place très importante, en Oui. fait. Mhm. Oui, oui, clairement, ils sont motivés par une espèce de mission divine et effectivement, dans ce qu'ils font, ils invoquent souvent Dieu pour légitimer leurs actions, leurs attaques. Alors, une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que Battlestar Galactica, en fait, a été construit sur enfin, pour être un miroir de l'Amérique après le 11 septembre. Et c'est vraiment, enfin c'est flagrant en fait. Hein, quand on le sait, c'est vraiment flagrant que le tout début de la série finalement est un cataclysme qui est très comparable au 11 septembre, une attaque surprise. Dévastatrice, terroriste aussi, d'ailleurs, avec des agents infiltrés qu'on n'a pas vu venir, qui étaient présents depuis des années et tout. Il y a vraiment des parallèles très très importants là-dessus. Et après, eh bien, ce qui est intéressant dans Battlestar Galactica, c'est de créer des liens donc avec la société américaine suite après 2001, quoi, et justement de voir les mesures qui ont été prises par le gouvernement de surveillance de la population, de contrôle de la population, officiellement pour éviter les possibilités d'attaques terroristes, mais aussi de réduction du coup des libertés individuelles. Et donc tout ça est passé un peu à la moulinette de la science-fiction, mais finalement avec des différences pas si grosse que ça par rapport à ce qui s'est passé en réalité, et c'est intéressant parce que Battlestar Galactica, donc le remake, le remake démarre en 2003-2004, donc finalement à très peu de temps après le 11 septembre, à une époque où les séries entre guillemets sérieuses n'osaient pas encore aborder ces sujets. Le trauma était encore trop récent, trop frais, alors que sous l'angle de la science-fiction, eh ben, on les laissait faire. Et c'est très amusant parce que justement les grands décideurs des chaînes ne s'en rendaient même pas compte que c'était une série qui parlait de l'Amérique post 11 septembre, parce qu'ils étaient persuadés que c'était juste des vaisseaux, des robots et qui se tirent dessus à coups de laser, ce que la série n'est pas. Et donc il y a eu ce coup de génie. Bref. Et donc voilà, il y a des intrigues effectivement politiques, sociales, qui sont très présentes dans les deux œuvres, et qui la rendent effectivement très très accrocheuse, hein, parce qu'on se demande qui manigance quoi pour prendre le pouvoir. Voilà, parce que même si en apparence on pourrait croire que Battlestar Galactica c'est tous les humains sont gentils et tous les Cylons robots sont méchants, en fait on n'est pas du tout dans ce type de schéma-là. Au contraire, un peu comme dans Game of Thrones, c'est pas si manichéen que ça, quoi. Tout le monde peut avoir quelque chose à se reprocher, tout le monde peut avoir quelque chose d'un peu plus sombre dans son parcours. Peut-être certains personnages qu'on considère comme des saloperies absolues peuvent avoir une forme de rédemption ou pas, mais on peut avoir cet espoir. Voilà, il y a ces points communs là qui sont très intéressants aussi et qui rendent les séries accrocheuses, quoi. Il y en a encore d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Moi, ce que j'ai pu voir, éventuellement, d'abord, on peut parler du fait que les deux séries et la saga en livre laissent une grande place sur la place des civils, en fait. En gros, ça parle de qu'est-ce que subissent les civils lors d'un conflit armé, en fait, C'est vrai. d'un côté comme de l'autre. C'est important, et dans un cas, c'est le fait que dans la flotte Exode que vit tous les vaisseaux de Battlestar Galactica, il y a une grande partie, la majorité d'ailleurs, qui sont les civils. Mhm. Même si on s'intéresse, on voit principalement l'armée qui fait l'action, Ouais. mais on voit un petit peu aussi les civils. Mhm. Et dans le monde du Trône de Fer, les civils sont un peu plus en arrière, mais en fait on les voit de façon un peu en arrière, en background. Ils subissent également beaucoup ce qui se passe dans le royaume, en fait. Mhm.
Ouais, tout à fait. Il y a plusieurs moments dans Battlestar Galactica. Effectivement, les personnages principaux ont plutôt tendance à être dans les hautes sphères, civiles et militaires. Mais régulièrement dans la série, effectivement, on va parler des conséquences directes que les décisions en haut lieu vont avoir sur les civils. Et parce que les civils dans Battlestar Galactica sont finalement tout l'enjeu, puisque la totalité de l'espèce humaine est réduite à une petite flotte de vaisseaux spatiaux. Et le but, d'ailleurs ça je ne l'ai pas encore dit, mais le but c'est de trouver une planète mythologique qui s'appelle la Terre, dont ils ne savent même pas si elle existe vraiment. Et justement pour reconstruire l'humanité, pour repartir de zéro. Mais en attendant de trouver cette Terre hypothétique, eh ben, il faut maintenir cette humanité en état de fonctionnement à peu près, quoi. Il faut qu'il y ait un semblant d'ordre, il faut que la société puisse à peu près continuer à fonctionner. Et ça, c'est un thème récurrent, effectivement, très important dans Battlestar Galactica, quoi. Donc on n'est pas que sur des enjeux de militaires, de vaisseaux spatiaux et de méchants robots, de loin pas, en fait. C'est ce que je disais au début, on est ancré dans le réel, quoi. Dans les conséquences concrètes. Dans les liens qui sont pour moi beaucoup plus lointains, mais qui peuvent être notés, on peut dire les marcheurs blancs ont une place dans le royaume de fer. C'est une ancienne menace qu'on a un peu oubliée, qu'on ne tient plus vraiment comme importante. Et les Cylons, même si l'armistice est en niveau de temps beaucoup moins lointain entre la guerre contre les Cylons précédente et celle actuelle, elle est beaucoup plus courte, mais il y a quand même chez la population et même chez une bonne partie des militaires, c'était un conflit d'avant, c'est du passé, on oublie tout, est-ce qu'ils existent encore, est-ce qu'ils sont encore, voilà. Il y a un peu le côté menace, peu visible et que les gens ont un petit peu oublié. Ouais, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ce parallèle, mais ouais, il marche bien parce que il y a un conflit passé où effectivement l'ennemi s'est retiré dans une zone donc soit géographique, soit dans l'espace, mais on sait qu'il peut revenir à tout moment. Et dans Battlestar Galactica, il revient dès le début, ce qui n'est pas le cas de Game of Thrones où ils reviennent plutôt vers la fin. Mais en tout cas, la menace, elle est là, elle est tout le temps là, elle est omniprésente. Et justement, dans l'immensité de l'espace, le Galactica et la flotte civile arrivent régulièrement à s'échapper, à échapper aux Cylons. Mais les Cylons peuvent revenir à tout moment, et un peu comme le retour des marcheurs blancs, qui est craint. Et qui est matérialisé par cette fameuse phrase célébrissime, l'hiver vient, winter is coming. Tout ça sert à réaffirmer que cette menace, elle arrive un jour ou l'autre, elle est inéluctable et elle va nous tomber sur le paletot à un moment ou un autre. Et avec les Cylons, c'est vrai que c'est un peu pareil. On est dans l'immensité de l'espace, on n'est jamais vraiment en sécurité parce que ils peuvent faire un bond à proximité de la flotte d'un coup et attaquer par surprise et remettre en question tout ce qui se passe dans la flotte à ce moment-là, qui peut très bien être en plein milieu d'une pure crise politique ou un truc, mais bon, au moment où les Cylons arrivent, c'est pas le moment pour se taper dessus, quoi. C'est un petit peu le message de Jon Snow à la fin de Game of Thrones, quand il essaie de réunir tout le monde et il dit bon, arrêtez de vous chamailler pour le trône de fer, on s'en fout du trône, il y a les marcheurs qui arrivent et ils vont nous défoncer et ils s'en foutent de qui est sur le trône, quoi. Vraiment. Et donc voilà, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ce parallèle, mais ouais, il marche bien, c'est vrai, il y a un peu de ça. Autre chose, Karine? Ah non, je trouve que c'est vrai que c'était intéressant de faire le parallèle entre les deux. Je suis complètement d'accord. Et je rajouterais aussi l'espoir. Il y a toujours une porte qui reste ouverte pour un futur meilleur. Ça, on a la même chose dans les deux séries. C'est vrai. Bien vu. Bon, en même temps, sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Ça serait un peu chelou. Il n'y aura pas de futur. Ouais, voilà. Nos futurs. Merci pour tous vos avis dessus. Avant de finir l'émission, deux choses. Tout d'abord, est-ce que vous avez des recommandations?
des recommandations lecture, visionnage, écoute, que vous voulez. On va commencer par Karine. Qu'est-ce que je vous recommanderais Bon, bah déjà, je vous recommanderais de regarder le livre dont j'ai parlé sur les costumes. Si vous le trouvez dans une médiathèque, c'est mieux. Il est quand même assez cher, hein. Il vaut Oui. 70 €. Et je sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé à 35 € neuf. Donc c'est pour ça que je me suis dit, oh, passe pas à côté. Donc le livre là sur Game of Thrones. Mais après, si je peux vous conseiller, je peux conseiller autre chose qui a rien à voir avec Game of Thrones ou... Ah oui, tu conseilles ce que tu veux. Ce que tu as vu, écouté, ou même voilà, ce que tu aimes en ce moment. Qu'est-ce que... bon, je regarde beaucoup de séries. Donc j'avoue que c'est pas de la fantaisie, un petit peu de science-fiction quand même. Si je peux en trouver de la correcte, parce qu'il faut vraiment que ce soit bon, sinon je me force pas. Donc on a regardé, Jérôme, The Last of Us, on attend la suite. Oui, c'est vrai. Très bonne série. Après je suis en train de regarder La famille Gallagher. Je suis pas sûre que le titre de la série ce soit La famille Gallagher. Non, c'est pas ça le titre. Je m'en souviens Toi, tu l'as jamais. pas regardé, mais tu le sais. Mais oui, parce que tu me dis à chaque fois ça, La famille Gallagher. Attends. Donc c'est l'histoire Sur de la Oasis. vie des gens, hein, clairement. C'est Shameless. c'est Shameless, Voilà. voilà. C'est 8... Ah oui, d'accord, oui, ok. Ouais, c'est 8 saisons sur la vie des gens, quoi. Je dis, la famille Gallagher, c'est une histoire sur les gens d'Oasis. Non, c'est... non. Oasis, ouais, non. Non. Excellent. Non. Et bon, du coup, moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Et du coup, j'ai continué avec l'acteur qu'on retrouve dans une autre série. Et là, Jérôme, il le sait, c'est le truc avec l'ours, là. Dans le restaurant. C'est quoi, là? Attends, le truc avec Je l'ours. suis très forte pour oublier absolument les prénoms de tous les acteurs ainsi que les titres. Mais je sais très bien ce que j'ai vu. J'ai une mémoire visuelle et pas du tout une mémoire... Qu'est-ce que ça peut bien être, l'ours avec le restaurant? Tu peux me donner plus de détails? Je Bire, vais quelque trouver, c'est chose. sûr, mais... Qu'est-ce que ça peut bien être? Bire? Non, c'est pas ça. Il y a Cocaine Beer, mais... Ah, bon. The Bear. Attends, non, c'est pas... Ouais, ah oui, c'est ça. c'est ça, The Bear sur Disney+, avec le restaurant. Voilà, oui, ok, c'est ok. ça que j'ai regardé. J'ai Wow. bien aimé. J'ai commencé. J'ai bien aimé. Ouais. D'accord. Alors, je peux te donner encore plein de trucs, mais je vais les retrouver comme ça aussi. Ouais, mais bon. Je te donne Mais- des indices et tu cherches. Non, mais un ou deux, ça suffira. C'est bon, hein, parce que ça va être long. Non, c'est bon. Ça va être long. Laissons voilà. Draven s'y trouver. Alors, qu'est-ce que tu as comme Ouais, recommandation, Jérôme, toi, il va Draven dire ce que j'aime bien. Pff, Il saura mieux que moi. c'est pas si facile que ça. Non, si j'ai préparé, je sais, mais si j'ai pas préparé, je Non. suis toujours en train de chercher D'accord. les noms de... Alors, on n'en a pas parlé, mais passons très vite dessus. House of the Dragon ne ferait pas partie de mes recommandations, parce que j'ai pas spécialement accroché en fait. Et donc du coup, c'est peut-être pas très grave qu'on n'en ait pas parlé. Voilà. Je me suis ennuyé, j'ai pas, voilà, j'ai pas du tout accroché ni au personnage ni à l'histoire. Voilà. Bref. Tu as le droit. Voilà. Je respecte ton choix. Donc, par contre, je vais prêcher pour ma paroisse. Et je vais vous dire que depuis quelques jours, depuis le 15 novembre, Battlestar Galactica est enfin de retour en streaming en France. Et c'est pas un petit truc, parce que je peux vous dire que ça fait des années et des années et des années que quand j'essaie de vendre Battlestar Galactica, eh ben je me heurte toujours à cet écueil qui est quand on me demande ah oui et on peut le voir où? Bah nulle part. Alors ça a été pendant 2 ans sur Prime Video, mais seulement pendant 2 ans. Et c'est tout, Ouais. hein, depuis toujours, hein, ça n'a été que 2 ans sur Prime. Mais voilà, c'est enfin de retour là depuis quelques jours. Alors malheureusement pas sur Prime ou pas directement sur Prime, mais on peut passer par Prime pour accéder à Paramount+. Donc voilà, Battlestar Galactica, la série principale est accessible sur Paramount+. Donc si vous voulez donner sa chance à la série, ben voilà, c'est l'occasion. Il est jamais trop tard pour découvrir Battlestar Galactica. Comme il serait jamais trop tard pour découvrir Game of Thrones, je dirais. Parce que c'est un classique, parce que ce sont des thèmes qui sont complètement universels et qui marchent toujours et qui, en plus, trouvent toujours une résonance dans l'actualité, même récente.
c'est assez fou. Donc voilà, juste une chose à savoir, il y a d'abord une mini-série en 2 parties de 1h30 chacune, et ensuite 4 saisons. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est normal, qui veulent attaquer par l'épisode 1 de la saison 1, et littéralement la première phrase qui est prononcée au début du premier épisode, il y a marqué précédemment dans Battlestar Galactica, et les gens comprennent pas. Ce qui est normal, hein, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà. Mais sinon, en dehors de ça, je vais rester dans la science-fiction, et je vais rester dans quelque chose que j'ai un peu défendu dans cette émission et que j'aime bien. Ce sont les séries qui sont un peu ancrées dans le réel. Bon, moi, je reste avant tout un fan de science-fiction et d'univers imaginaire, quoi qu'il arrive. Donc, mais j'apprécie vraiment quand c'est ancré dans le réel et quand ça va chercher un public qui n'est pas forcément le public de base. Et pour ça, quel suspense! Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que c'est bien celle à laquelle je pense? Ah, je ne sais pas. Je serais du coup, curieux. pour le coup, j'ai le titre. Ah ouais. Alors ça, je serais ok. Ce serait bluffant. Non, je vais partir sur l'univers de Star Wars, mais avec justement une série que je considère être complètement différente des autres et qui pourrait vraiment plaire aux gens qui détestent Star Wars ou qui croient détester Star Wars. C'est Endor. Endor, c'est vraiment différent. C'est vraiment un rythme différent, une construction différente, une ambiance différente, et un côté justement plus terre à terre, plus au niveau des personnages. En fait, on est moins sur des grands complots, les rebelles qui veulent détruire l'Empire. Même si le sujet c'est ça, on va le vivre à l'échelle des personnages qui sont vraiment justement tout en bas de l'échelle, en fait. Et ça, c'est ancré dans le réel. Oui, parce que on va justement, on va les voir galérer. D'accord. On va les voir dans ce sens-là, d'accord. Ouais, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'évidemment, on reste dans l'univers de Star Wars, mais Endor a un petit peu rebattu les cartes et a apporté une vision différente de Star Wars qui était assez inédite, et je connais bien le sujet, donc vraiment une approche inédite, et que j'ai rapproché d'ailleurs de Battlestar Galactica sur certains points, parce que justement les personnes, et je peux comprendre ça, hein, qui n'apprécient pas Star Wars en général, et ben Endor c'est autre chose, c'est une autre approche, c'est vraiment on va vivre le quotidien quasiment des personnages qui sont tout en bas, et donc du coup on va on raconte l'histoire des personnages, et elle est plus importante que la grande histoire qui est celle de la lutte contre l'Empire et tout, même si c'est évidemment la toile de fond. Il y a ce côté quotidien, commun, et ancré dans le réel, entre gros guillemets, qui était assez nouveau pour l'univers de Star Wars, et donc pour ça je pense que la série Endor mérite qu'on s'y intéresse, tout particulièrement si on n'aime pas Star Wars. Je pense que ça mérite le coup d'œil, vraiment. Voilà. Sachant que pour l'instant il n'y a eu qu'une saison, et il y aura une deuxième saison qui arrivera, et il n'y aura pas d'autres saisons, il n'y en aura que 2, c'est tout, on le sait, c'est sûr, ce sera bouclé en 2 saisons, puisque ce qui se passe à l'issue de la deuxième saison a déjà été raconté dans le film Rogue One. Donc voilà, il n'y aura pas plus. Et je trouve ça bien aussi justement d'avoir une porte d'entrée comme ça, éventuellement dans un univers avec quelque chose qui est clairement délimité, en fait. Pas un truc sans fin où on sait jamais quand ça finira, quoi. Mais voilà, mais même rien que la saison 1 se suffit presque à elle-même, en tout cas pour rentrer dans cet univers d'une manière différente de ce qu'on connaît de Star Wars. Voilà. D'accord. C'était pas ce que t'attendais, hein, Ah carrément. non, Non, pas du tout. Aucun d'autre c'était d'entre sûr. vous. Et du coup, je suis curieux, moi, du coup, tu t'attendais à ce que je parle de quoi? Je m'attendais à ce que tu dises. Je m'attendais à ce que tu parles de la saison de la série Dark qu'on avait regardé ensemble. Ah, c'était génial, Dark. Ouais. Voilà. Très, très bon. Très, très bon. C'est combien? 3 saisons, 4 saisons? J'ai un trou de mémoire. Qui est plus mon univers. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Interstellar, Dark, tu vois, les trucs un peu comme ça, The Road, des choses très... ancrées dans le réel. Vraiment. Oui, ouais. beaucoup. La science-fiction est clairement en toile de fond,
et on est sur le quotidien des personnages et sur des ressorts beaucoup plus dramatiques, effectivement. Ouais, c'est une belle approche. Franchement, Endor est un peu dans ce style-là aussi, mais pour l'univers de Star Wars. Vraiment. Ouais. Bon, on va peut-être laisser la main à... Non, laisser la parole à mais Seb, je vous parce que nous, écoute, tu sais, si on est parti... c'est très intéressant. Et justement, je vais vous redonner la parole, mais pour vous expliquer, qu'est-ce que vous avez comme actualité? Alors, est-ce que vos podcasts respectifs ou même une actualité sur Battlestar Galactica, est-ce que vous avez une actualité qui va arriver en décembre ou en début 2024? Ouais, il y a rien de spécial. On continue. On continue Galactifrac. Là, on est à la fin de la saison 1. On est en train de couvrir. On est vraiment sur les 2 derniers épisodes de la saison 1 à la fin de l'année là, et on attaquera la saison 2 début 2024. Donc c'est un peu ça l'actu de Galactifrac en ce moment, sachant que moi je m'attendais à beaucoup plus d'actu vu que en 2023 on fête les 45 ans de la franchise. Au final Universal n'a pas fait grand chose pour fêter les 45 ans de la franchise. En fait ils ont juste ressorti le pilote original de 1978 en 4K et c'est tout. Et sans aucun bonus, sans rien du tout, donc vraiment le minimum syndical. Donc malheureusement pas trop d'actu autour de Battlestar Galactica pour le moment, mais nous on continue, on est à fond dans le sujet et avec des visions très différentes, comme vous l'avez peut-être pour les personnes qui nous connaissaient pas peut-être avant cet épisode. Je pense que vous avez compris que Karine et moi en fait on a une vision très différente de Battlestar Galactica. Je me suis demandé ce que tu allais dire. Mais non, mais c'est... On a... Ah putain, c'est ce que tu vas dire. Non, mais c'est ça qui fait la richesse du truc. Je veux dire, toi, tu découvres la série pour la première fois et du coup, tu vois des choses auxquelles parfois j'avais jamais pensé. Alors que moi, j'étudie le truc à fond, je fais des recherches, j'ai plein de bouquins et tout, et t'arrives, tu me sors des trucs auxquels j'ai jamais pensé. Donc c'est ça toute la richesse de notre émission. Oui, moi je suis terre à terre. Si c'est pas expliqué, je veux une explication. Je fais OK, comment il mange, comment il respire, pourquoi il gaspille l'eau, c'est quoi ce bordel? Ça serait voilà. Ça serait intéressant d'avoir un équivalent sur Game of Thrones, suivre quelqu'un qui n'a jamais vu alors ce qui serait compliqué parce que maintenant, Battlestar Galactica, comme je l'ai dit, malheureusement, ça n'a pas beaucoup marché en France. Ouais. Mais Game of Thrones, heureusement pour nous, ça a très bien marché. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu, le suivre, soit sa lecture. Alors, sa lecture, on l'a pas, mais on a un suivi de lecture dont je vais parler un petit peu après. Mais pour la série, suivre épisode par épisode son point de vue, en sachant ce qui se passe, ça peut être intéressant, ouais. C'est un angle intéressant. Ça peut être intéressant, mais par contre, j'aurais pas kiffé faire ça pour Game of Thrones. Ouais. Parce que quand est-ce qu'on a commencé le podcast, Jérôme? En 2019. Fin 2019. Voilà. Fin 2019, j'en suis qu'à la saison 1. C'est long. Oui, parce oui, mais en vrai, on a déjà fait une saison de la série originale, puis une saison, même si on l'a réglé en un seul épisode, du spin-off complètement pourri de 1980. Oui. Et là, on finit seulement la première saison, effectivement, des années 2000. Donc, ça prend du temps. Ouais, c'est sûr. Donc, il faut vraiment être très, très, très patient. J'aurais pas supporté 4 ans pour avoir la saison 2 des Game of Thrones. Hein, c'est pas possible. Hein. Enfin, c'est inconcevable, quoi. Là, tu vois, ça fait combien de temps que je suis en train de regarder une deuxième fois la série? Ça fait quoi? 15 jours? Allez, 3 semaines. J'en suis à la saison 6 bien tassée, quoi. Enfin, je veux dire, quand je regarde une série, je la regarde. Ouais, c'est ton rythme normal, ça, effectivement. Oui, c'est mon rythme normal, oui. Donc, voilà. Je pense que si j'avais regardé Battlestar Galactica comme j'ai regardé toutes les séries que j'ai regardées, été réglé en 15 jours, 3 semaines. En sachant que je peux regarder en fond, ça peut paraître bizarre, mais je peux regarder en fond pendant que je travaille. Mais ça dépend si c'est vraiment passionnant ou pas. Bref, j'ai du temps. J'ai de la disponibilité de cerveau, on va dire. Mais ça, c'est notre vie.
Donc on s'en tape en fait. On va passer à la On- suite. bah, niveau temps, même si tu dis qu'il y a beaucoup de temps, je vous remercie, Karine et Draven, d'être passés sur le mur. Avec plaisir. Votre Bah venue a oui. été très, très appréciée. Et Où moi, est-ce... j'aime beaucoup votre podcast. Ah, Franchement, merci, je merci. dois le dire, donc à toi et aux autres personnes de l'équipe, j'aime vraiment bien ce que vous donnez comme contenu, quoi. Et moi j'ai beaucoup apprécié les épisodes sur la musique inspirée de Game of Thrones et notamment le métal et avec les gens de chez Elbakin que j'écoutais d'ailleurs déjà aussi par ailleurs. Donc et j'ai même découvert un groupe qui ne me quitte pas depuis que j'ai écouté votre épisode. Je suis en train de devenir un grand fan de The Sword qui Waouh. voilà qui ressemble à Black Sabbath et ben ça pouvait pas être mieux pour moi. Moi, j'ai découvert un épisode où dedans, il y avait un gars qui s'appelait Ego. Ah, Et Il j'ai est découvert partout. Ego. Et depuis, je suis complètement fan. mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? J'écoute tout ce qu'il fait. Alors, On se ça, connaît depuis longtemps avec Ego. ça fera plaisir respectivement à Chris pour le podcast sur la musique qu'il a fait avec El Blackin il y a même pas, il y a un mois maintenant, et qui continue encore parce que je pense que vous, chers auditeurs, quand vous entendrez l'épisode, il y aura eu un épisode en plus qui va parler principalement des compositeurs des séries, enfin de la musique de la série Ah oui. Game of Thrones, Ah oui, de Ramin Djawadi. Ramin Djawadi. Mm. Et voilà, mais ça les fera très plaisir. Et je pense que ça fera également très plaisir à Ego, dont l'ego continuera encore à grossir, Oui. justement. Sans Savoir fin. que Mm. Karine est devenue membre de sa fanbase. Tout à Ouais, fait. c'est ça. C'est ça. Je crée un club. Je vais. J'ai d'ailleurs ouvert un Skyblog en son honneur que j'agrémente régulièrement. Ça lui Voilà. fera très plaisir. Sinon, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors moi, on me retrouve encore sur Twitter X. Ouais. À @kikrine, Kikrine. Mais vous avez la même chose sur Blue Sky. Donc l'un à l'autre, vous faites comme vous voulez. Si vous avez quelque chose à partager avec moi. C'est à peu près tout en fait. Parce que pour les autres plateformes, je les réserve à ma vie professionnelle. Donc ce ne... D'accord. Il n'y a aucune relation entre Instagram ou le reste. C'est que pour le boulot, quoi. Et toi, Draven? Ben, je dirais pareil, ça va être Blue Sky et Twitter. Ah, on est aussi sur Mastodon. Ah Je suis oui, sur Mastodon pas et moi. je te transmets s'il y a quelque chose à... Oui. Mais mon nom, c'est toujours le même. Toujours Kikrine, K-I-K-R-I-N-E. Et moi, c'est Draven, donc sur C'est Blue pas la peine de Sky. te la péter parce que tu arrives à le dire par cœur très vite. Oui, j'aime beaucoup dire épeler mon pseudo très vite, effectivement. Puisque le nom du compte, que ce soit sur Blue Sky ou Twitter, c'est Draven Hard Rock et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Voilà, bonne chance pour le noter. Non, mais si vous cherchez Draven, il y a de grandes chances que vous tombiez sur moi. Puis de toute façon, il y a aussi les comptes de Galactifrac. Galactifrac, c'est sur Facebook, c'est sur Blue Sky, c'est sur Twitter, et il y a c'est sur Instagram aussi. Et il y a un Discord également qui existe si vous avez envie de venir discuter Battlestar Galactica principalement, mais science-fiction en général, et parfois même il y a des discussions qui partent sur autre chose. Voilà, il y a un Discord de Galactifrac. Eh bien, d'autre côté, chers auditeurs, en attendant l'épisode de décembre, envoyez-nous en commentaire par corbeau numérique, les applis de podcast, de YouTube ou même sur le forum. D'ailleurs, je rappelle notre planning de sortie des podcasts. Le lundi au milieu du mois, c'est le son d'humeur avec Chris qui sort. Et le dernier lundi du mois, c'est un la gardez-vous. Alors soyez au rendez-vous et puis abonnez-vous. Vous le savez, on est sur plusieurs supports. On a le wiki et le blog pour permettre d'étancher votre soif de connaissances et vous informer. Le forum et les réseaux sociaux pour dialoguer avec vous. Les Twitch, les jeux, les podcasts pour vous divertir. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre par n'importe quel moyen. Par exemple, vous pouvez participer au projet de relecture qui est actuellement en cours. Nous sommes en train de relire
la saga littéraire. Actuellement, on doit être, je crois, à Dance White Dragons, qui est l'intégrale 5. Donc, bah, plus d'informations sur le forum. Alors, c'est quoi exactement ça, ce projet de lecture? Alors, ce projet de lecture, c'est qu'en fait, pour alimenter le wiki, parce que la Garde des Nuits, ça a commencé par un Wikipédia qui recense toutes les informations sur les œuvres de Fer et affiliés. Et en fait, depuis un petit moment, je sais plus depuis combien de temps, on relit un par un. Alors, quand je dis relit, c'est qu'en fait, en gros, pendant un certain nombre de temps, on relit chapitre par chapitre pour réalimenter le wiki s'il y a besoin de les réalimenter, puis de deux aussi, repartager avec les gens de la communauté la relecture commune des chapitres. Et donc là, actuellement, on a quand même bien avancé, qui sont à la dernière intégrale, actuellement sortie. Donc ils sont au tout début de l'intégrale 5. Donc là, on est sur, je crois... Alors, quand on l'enregistre, on doit être sur le tout début, le prologue. Et je pense que quand l'épisode sortira, on devrait être sur le chapitre 1, 2 ou 3 de l'intégrale 5. Ça permet de repartager la lecture avec les gens et aussi d'alimenter le wiki s'il y a besoin des choses qu'on a oubliées et qu'il faut modifier ou améliorer. Donc c'est un beau projet et c'est Ridan, l'association qui en est le principal instigateur. Ok, effectivement. Sacré boulot. Bah, c'est un peu ce que vous faites avec la Battlestar Galactica, en fait. Vous faites épisode par épisode et puis vous revenez dessus de façon analytique avec Analytica. Exact. Oui, c'est vrai. Donc encore merci à vous deux. C'est très gentil d'être venu et puis de nous avoir parlé un peu de votre licence et des liens qu'on peut avoir entre Battlestar Galactica et le Trône de Fer. Ah ouais. Merci pour l'invite. Merci c'était à toi très cool de nous avoir invités. Et soit à vous ou les éditeurs. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.